Donc en place d'un troisième dossier court, vous allez maintenant devoir interpréter 4 électrocardiogrammes pour lesquels je vous donne à chaque fois un contexte clinique et également le traitement que suivent les patients lorsque c'est nécessaire. Donc surtout pour ces électrocardiogrammes, ce qu'on vous demande c'est d'abord bien de les interpréter avant de donner un diagnostic. Donc il faudra à chaque fois aller bien dans l'ordre, commencer par dire si le rythme est régulier, sinusal, donner la fréquence, l'axe, analyser l'onde P, l'espace PR, rechercher une onde Q, voir si les QRS sont fins ou larges, analyser la repolarisation et rechercher éventuellement un allongement du QT. Et seulement à ce moment-là, donc, on pourra faire un diagnostic. Donc, premier électrocardiogramme, le contexte, il s'agit d'une patiente de 75 ans, opérée de la valve mitrale il y a 10 ans pour un rétrécissement mitral serré. Elle est au long cours sous Syntron et hémigoxine. Donc, voilà son électrocardiogramme. L'interprétation. Donc le rythme, est-ce qu'il est sinusal? Donc il faut d'abord rechercher des ondes P devant les QRS. On regarde par exemple dans cette dérivation-là, on ne voit aucune onde P devant les QRS. Les ondes P sont remplacées par une trémulation de la ligne isoélectrique. Donc en l'absence d'onde P, on ne peut pas voir s'il y a une hypertrophie auriculaire, on ne peut pas mesurer l'espace PR, rechercher un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Ensuite l'axe des QRS. Les QRS sont globalement positifs en D1 et globalement positifs en AVF, donc un axe normal. Ensuite, rechercher la présence d'une onde Q, isolée sur une seule dérivation, un petit rabotage en antérieur non significatif, donc a priori pas d'onde Q. Ensuite, la largeur des QRS, ils sont fins, il n'y a pas de bloc de branche gauche ou de bloc de branche droit. Enfin, la repolarisation. La repolarisation est normale en V1, V2, V3. On note un sous-décalage avec un aspect un peu cupuliforme en V5, V6 et également dans les dérivations inférieures du segment ST. Le rythme est non sinusal, irrégulier à 90 par minute. Devant un rythme irrégulier, il faut regarder s'il y a des ondes P. Ici, elles ne sont pas visibles. Elles sont remplacées par une trémulation de la ligne isoélectrique. Donc un rythme irrégulier à QRS fin avec trémulation de la ligne isoélectrique et une fibrillation atriale jusqu'à preuve du contraire. Chez cette patiente, elle est probablement permanente étant donné qu'elle est traitée par digoxine et AVK. L'espace PR est non analysable. Il n'y a pas d'onde Q. Les QRS sont fins. Et l'anomalie principale est la présence d'ondes T négatives, voire cupuliformes, dans les dérivations inférolatérales, qui correspondent en fait à une cupule digitalique chez cette patiente qui est traitée par digoxine. Devant les troubles diffus de la repolarisation, il faut toujours rechercher une cause médicamenteuse, digitalique, autre bradycardisant, et une cause métabolique comme une hypocalémie, une hypocalcémie par exemple. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des anomalies ischémiques. Deuxième électrocardiogramme. Le contexte, un patient de 45 ans présentant une douleur thoracique ayant débuté il y a 1 heure pour laquelle il appelle le SAMU. Donc voici son électrocardiogramme. Donc le rythme est sinusal et régulier, une onde P devant tous les QRS. Tous les QRS sont précédés d'une onde P. La fréquence cardiaque aux alentours de 300, 150, 100, 75 par minute. Ensuite l'axe des QRS, ils sont positifs en D1 et positifs en AVF, donc un axe normal. Les ondes P, normales en V1, normal en D2, les ondes P sont normales. L'espace PR, entre 0,12 et 0,20 secondes, absence de BAV du premier degré. Ensuite, on recherche une onde Q, absente sur toutes les dérivations, donc pas de séquelles de nécrose, pas d'hypertrophie a priori. La largeur des QRS est normale, absence de bloc de branche droit ou absence de bloc de branche gauche. Ensuite, la repolarisation, normale en V1, V2, V3, V4. En V5, on voit débuter un sus-décalage du segment ST englobant l'onde T. Ce sus-décalage est par contre évident en D2, D3 et AVF, qui sont les dérivations correspondant au territoire inférieur du cœur. Devant un sus-décalage systématisé, il faut rechercher un sous-décalage dans d'autres dérivations. On le voit en AVR, on le voit aussi en AVL. Il débuterait en D1. Donc, rythme sinusal et régulier à 75 par minute. Axe, onde P, espace PR, normal. Absence de séquelles de nécrose, pas d'onde Q. Les QRS sont fins, il n'y a pas de bloc de branche. Il y a donc par contre un sus-décalage du segment ST englobant l'onde T, qui s'appelle l'onde de Pardy, dans les dérivations inférieures et latérales, donc inférolatérales, avec un sous-décalage miroir en AVR et en AVL. Il s'agit donc d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST ou infarctus du myocarde dans les dérivations inférolatérales, vues à H1 avec un miroir. Troisième électrocardiogramme, celui d'un patient de 20 ans aux antécédents d'embolie pulmonaire à répétition sur une anomalie de la coagulation, un déficit en antithrombine 3. Le patient se plaint d'une dyspnée chronique. Voici son électrocardiogramme. Donc on commence par le rythme. Est-ce qu'il est sinusal? Est-ce qu'il y a une onde P devant tous les QRS? A priori oui, et tous les QRS sont précédés d'une onde P. C'est bien visible sur le tracé long qui est en bas.
L'axe des QRS, ils sont très négatifs en D1 et très positifs en AVF, ce qui correspond à une déviation axiale droite ou un émi-bloc postérieur gauche en l'absence de bloc de branche droit. Donc on verra tout à l'heure s'il y a un bloc de branche droit ou pas pour expliquer cette anomalie. Les ondes P. Il est frappant de voir qu'elles sont très très positives en D2 et très biphasiques en V1. Une positive, une partie positive, une partie négative. Donc il s'agit d'une hypertrophie auriculaire gauche et surtout droite puisqu'elles sont très élevées en D2. L'espace PR est normal, il n'y a pas de BAV du premier degré. Ensuite on va rechercher une onde Q, il y aurait une micro-onde Q dans les dérivations V1, V2, mais aspécifique. La largeur des QRS, ils sont très larges, avec un aspect R, S, R' en V1, V2 et un aspect grand R, grand S en V5, V6, donc a priori un bloc de branche droit complet qui pourrait expliquer la déviation axiale droite qu'on avait au début. Enfin, la repolarisation des ondes T négatives dans les dérivations qui correspondent au bloc de branche, donc des troubles de la repolarisation non spécifiques. Donc au total, chez ce patient, on a une tachycardie sinusale avec un rythme sinusal régulier aux alentours de 100 par minute, une déviation axiale droite, une hypertrophie très importante, bien visible en D2 de l'oreillette droite, donc une hypertrophie auriculaire droite. Il n'y a pas de bloc auriculo-ventriculaire, pas d'onde Q. Il y a un aspect de bloc de branche droit complet avec des troubles de la repolarisation qui vont avec. Donc il s'agit de plusieurs éléments correspondant à un cœur pulmonaire chronique, donc des manifestations cardiaques secondaires à un problème pulmonaire. L'hypertrophie auriculaire, on aurait pu l'avoir aussi en ventriculaire droite, le bloc de branche droit, la déviation axiale droite et les ondes T négatives en antérieur. Dernier électrocardiogramme, un patient de 65 ans souffrant d'insuffisance cardiaque terminale avec une cardiopathie dilatée à coronaire saine. Il se plaint de palpitations et de syncopes répétées. Voici un électrocardiogramme percritique. D'abord, dire si le rythme est sinusal. On va regarder par exemple la dérivation V3. On voit ici des QRS qui sont larges, a priori non précédés d'une onde P. Ici c'est le cas, mais ici ce n'est pas le cas, ici c'est le cas, ici c'est pas le cas. Donc il est possible qu'il y ait une activité auriculaire sous-jacente mal visible et une activité ventriculaire complètement indépendante. Donc on ne peut pas parler de rythme sinusal irrégulier. Ensuite, l'axe des QRS, ils sont globalement négatifs ou isoélectriques en D1 et en AVF, ils sont globalement négatifs. Donc il se peut qu'il y ait une déviation axiale gauche ou hyper droite, c'est difficile à dire. L'espace PR, on ne peut pas l'analyser étant donné qu'on n'a pas d'onde P systématique. Donc on va tout de suite regarder s'il y a des ondes Q. Donc on a ici une onde Q en D3, peut-être une onde Q en D2, c'est pas évident, et peut-être une onde Q en AVF, donc possiblement une séquelle inférieure, mais on sait que ce patient a une cardiopathie dilatée à coronaire saine. Enfin, la largeur des QRS, elle est très importante, avec un aspect de bloc de branche plutôt droit, complet, puisqu'on a un aspect grand R, grand S en V5, V6. Enfin, la fréquence cardiaque, on aurait pu dire dès le début, elle est très rapide. En prenant par exemple ce QRS, on voit qu'elle est à 300 et un peu plus de 150, aux alentours de 180 par minute. Donc, on a un rythme non sinusal, régulier, très rapide, aux alentours de 180 par minute, un QRS très large, sans onde P visible. Donc le seul diagnostic à évoquer est celui de tachycardie ventriculaire. Par contre, la présence de petites ondes P qu'on voit ici, on en devine également une ici, qui ont l'air régulières mais complètement indépendantes de l'activité ventriculaire, traduit a priori une dissociation auriculo-ventriculaire, un argument supplémentaire pour faire le diagnostic de tachycardie ventriculaire chez ce patient. Donc rythme non sinusal régulier aux alentours de 200 par minute, axe dévié à gauche, dissociation auriculo-ventriculaire, signe très important de tachycardie ventriculaire, pas d'onde Q, un doute dans les dérivations inférieures, et surtout une tachycardie régulière à QRS large, donc une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Les autres éléments qui manquent pour faire le diagnostic sont les complexes de fusion et de capture entre des QRS normaux et des QRS ventriculaires qui auraient permis de faire de manière absolument certaine ce diagnostic.